Shut up and sit down. Bonjour et bienvenue à cette recette numérique où nous allons apprendre à installer le rôle de serveur de fichiers ainsi que le gestionnaire de ressources. Nous allons également apprendre à créer notre premier partage de fichiers qui sera relativement simple, mais d'autres recettes numériques suivront pour des partages un peu plus complexes. Pour ce faire, j'ai mon environnement Windows Server 2008 R2 et j'aurai besoin d'un environnement de test client que je vais utiliser un Windows 7 et j'ai également un Windows 10 que je vais utiliser. La première chose, on va ouvrir une session avec un compte administrateur sur le serveur afin d'ajouter le rôle. Il est important de savoir que sous les serveurs 2012 et 2016 et on peut présumer subséquents, le service de rôle de fichiers est installé dans la plupart des types d'installation. Ce n'est pas le cas pour 2008 R2, donc on peut voir ici que le rôle de serveur de fichiers n'est pas présent. Je vais donc faire un bouton droit sur Rôle et je vais cliquer sur Ajouter des rôles. Dans la liste qui s'affiche par la suite, je vais aller sélectionner le service de fichiers qui est ici. Donc, en cochant ce service, en faisant suivant deux fois, je vais avoir les fonctionnalités de rôle pour ce service. Puisque dans des exercices subséquents, je vais devoir établir des quotas et des filtres, je vais devoir ajouter le service de la fonctionnalité de rôle gestion de ressources du serveur de fichiers. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser les quotas et les filtres, vous pouvez laisser décocher cette option. L'autre chose que nous permet le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, c'est de faire le suivi du stockage, par exemple en ayant des rapports ou des alertes, lorsqu'une unité de stockage, comme le lecteur C, le lecteur D, etc., commence à être saturée. Donc, pour le faire, je vais faire suivant. Donc, ici, c'est justement pour le suivi de stockage. Je vais activer le suivi sur le lecteur C. On voit que le seuil d'utilisation est 85% avant de déclencher les rapports. On n'ira pas jouer là-dedans pour aujourd'hui, mais je vais juste laisser par défaut. Ensuite, on demande pour les rapports où est-ce que vous voulez les mettre et tout. Je vais laisser ça tel quel. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Et je vais faire installer. Il est important pour le partage de fichiers que votre partage ne soit jamais sur le même volume que votre lecteur C. Donc, votre lecteur système, vous devriez pas avoir un dossier qui s'appelle, par exemple, partage, dans lequel vous allez créer tous vos partages. Certaines limitations dans les environnements de formation font en sorte qu'on va faire ça, mais dans un environnement de production, il sera toujours préférable d'avoir une unité de stockage autre que celle contenant le système d'exploitation. Dans certains cas, on va utiliser des unités de stockage réseau, comme par exemple un SAN, un NAS, etc., pour pouvoir avoir une plus grande quantité de stockage et externaliser nos unités de stockage. Dans le cas de ma situation ici, j'ai créé volontairement un autre disque dur. Donc, j'ai installé un nouveau disque dur dans mon environnement virtuel. Donc, voir ici, disque 0 contient mon système. Et j'ai un disque 1 ici, qui est fait 5 GB, là, dans lequel je vais faire tous mes partages. Donc, je vais faire nouveau volume. C'est comme si je le formatais, en fait. Et je vais l'appeler partage avec un S. Et voilà. Et donc, je vais être prêt là pour faire les premiers partages dans cette partition-là. Autre chose, il est important lorsqu'on fait des partages d'assurer une certaine sauvegarde de ceux-ci. Les utilisateurs ont confiance en nous lorsqu'ils mettent sur le réseau leurs données. Et il va être important d'établir une stratégie de sauvegarde afin de sauvegarder les données de la plupart des partages. Par défaut, la fonctionnalité de sauvegarde de serveur n'est pas ajoutée.
dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la création des partages, mais une autre vidéo couvrira la sauvegarde du serveur elle-même. Simplement gardez en tête que si cette sauvegarde est présente, donc si la fonctionnalité est déjà là, vous devriez aussitôt les premiers partages créés établir votre stratégie de sauvegarde. Donc, je vais fermer le... Voilà. Je vais fermer la console MMC et je vais simplement ouvrir la console qui me permet de gérer les partages. Donc, moi ici, je l'avais déjà ouverte, elle est donc ici. Sinon, vous pouvez aller dans Outils d'administration et vous allez le retrouver en fait, Outils d'administration, et elle va être ici. Gestion du partage et du stockage. Donc, c'est la façon correcte, j'oserais dire, de créer des partages. Il y a une autre façon de créer les partages directement à partir de l'explorateur de fichiers. Moi, ce que je vais faire à partir de la console, je vais aller cocher l'option, cliquer l'option « Prévoir le partage » dans le panneau latéral de droite. Dans l'assistant qui va s'ouvrir, on va me demander de choisir un emplacement et je vais faire « Parcourir ». Dans les partages déjà existants, je vais choisir le E et je vais choisir « Créer un nouveau dossier » que je vais appeler « Test » et je vais faire « OK ». Je vais faire suivant. Ici, je vais établir les permissions NTFS, donc les permissions du système de fichiers. Je vais cocher la seconde option « Oui, les modifier » et je vais entrer « Modifier les autorisations ». Par défaut, on peut voir que créateur propriétaire, système, administrateur et utilisateur, qui sont tous des groupes locaux intégrés, sont ajoutés aux permissions. De mon côté, comme il s'agit d'un environnement de test, je vais créer un groupe pour pouvoir faire des tests. Donc, je vais aller dans mon Active Directory. Et là, j'ai déjà des utilisateurs de test que j'ai préalablement créés. Voilà. Donc, j'ai des utilisateurs Alain Test, Boba Test et Charlie Test, qui sont respectivement Test A, Test B, Test C. Et ces utilisateurs sont membres de groupe testeur A, il y a Alain, groupe testeur B, il y a Boba, et testeur chef d'équipe, il y a Charlie. Et finalement, j'ai le groupe générique testeur qui contient tous ces joyeux lurons-là. Alors, ce que je vais aller créer, moi, je vais aller créer un nouveau groupe afin de respecter ma stratégie d'AGDLP que je vais appeler DL underscore le nom de ma ressource, donc le mot partage qui est test. Et je vais donner des droits de modifier en fait à ce groupe. Et je vais cliquer domaine local. Et je vais dire OK. Et dans ce groupe, je vais aller donner des droits. Oups. Mon erreur. G-test. Donc, je vais aller donner des droits au chef d'équipe. Supposant que les équipiers, eux, n'auront le droit que de lire, je vais donner au chef d'équipe des testeurs, lui, un droit de modifier sur ce répertoire. OK. Et OK. Donc, lorsque je vais revenir de l'autre côté dans les permissions NTFS, je vais aller ajouter le DL test mode que j'ai créé et lui donner mode, ce qui permettra au chef d'équipe de modifier. Tous les autres testeurs, eux, étant des utilisateurs, vont avoir accès. Comme je ne veux pas nécessairement que des gens qui ne sont pas des testeurs aient accès, je vais le débarrasser de utilisateurs et le remplacer par un autre DL. Donc, je vais retourner dans mes groupes. Je vais créer un nouveau DL que je vais appeler DL underscore test. Cette fois-ci, lecture seule. C'est un domaine local. Et dans lecture seule, membre, j'ai ajouté le groupe testeur, donc tous les testeurs, tout le département des testeurs. Et voilà. Donc, je vais ajouter mon second DL. Et pour me débarrasser de l'utilisateur test, comme ces permissions sont héritées du parent, donc de la racine, si on regarde ici, là, on voit que les cases sont grisées. Donc, ça sous-entend que les permissions viennent du parent.
Donc, ils viennent du lecteur E et je ne pourrai pas les décocher, pas plus que je pourrais supprimer l'utilisateur. Ce que je vais devoir faire, on rezoome, c'est aller sous l'onglet, sous l'option Avancée en bas, décocher l'option Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet. Et dans la fenêtre qui s'affiche ici, je vais cliquer Ajouter. En ajoutant, les permissions héritées deviendront des permissions explicites, donc des permissions qui appartiennent à l'objet. En faisant OK, on peut remarquer que utilisateur maintenant, les petites cases à cocher là, sont devenues blanches, ce qui veut dire que je peux les modifier. Maintenant, ne vous laissez pas leurrer un petit peu là, par la dernière option en bas. Autorisation spéciale sera toujours en gris lorsqu'elle est là et que deux permissions existent. C'est-à-dire que si je m'en retourne dans les permissions avancées, on voit qu'il y a deux profils, il y a utilisateur et utilisateur. Un avec des permissions spéciales et un avec des lectures-exécutions. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les deux. Là, on voit utilisateur n'est plus là. Il ne me reste que mes tests. OK. Et suivant. Au niveau des permissions SMB maintenant, donc au niveau du protocole SMB que je vais choisir, je vais pouvoir aller modifier quelques options, notamment le nombre maximal d'utilisateurs à pouvoir se connecter. Je vous invite à laisser un nombre maximal et l'énumération basée sur l'accès. Je vais le laisser désactivé pour l'instant. On va faire un autre partage après pour visualiser la différence. Et paramètres hors connexion, c'est l'option que je vais aller décocher. Dans Mise en cache, je vais choisir ici aucun fichier. Donc, à moins que les besoins le dictent, nos partages ne devraient pas être permis en mode hors connexion. Et pour éviter que des utilisateurs ajoutent certains fichiers hors connexion, ce qui serait l'option 1, je vais mettre l'option 2 où est-ce que c'est totalement impossible. Je fais OK. Et suivant. Ici, je peux changer les permissions de partage. Rappelez-vous que ce sont les permissions du partage qui prévalent sur les permissions NTFS. C'est-à-dire que lorsque la demande pour faire quelque chose, par exemple créer un nouveau dossier, est envoyée via le protocole SMB, dans un premier temps, le protocole va déterminer si la personne peut ou non modifier le document. Si SMB ne l'autorise pas, même si NTFS, dans la seconde phase d'autorisation, l'aurait permis, ce ne sera pas possible de le faire. Donc, par défaut, on va toujours ouvrir SMB plus grand que NTFS. Donc, on va permettre ici la troisième option, c'est-à-dire, on va dire, les administrateurs vont avoir un contrôle total, donc les admins de mon domaine, et tous les autres utilisateurs vont avoir un droit en lecture et en écriture. Évidemment, si vous n'avez pas de permission NTFS qui vous permet l'écriture, vous aurez seulement la lecture. Okay. Vous pouvez également personnaliser les autorisations en cliquant ici et en choisissant Autorisation. Donc, moi, je choisis la troisième option. Suivant. Est-ce que je désire maintenant mettre des quotas? Si je clique Appliquer, je vais devoir choisir un modèle de quota. Par exemple, limite de 100 mégaoctets. Ce n'est pas nécessairement l'endroit que je préfère pour établir des quotas. Vous pouvez utiliser le gestionnaire des quotas et des filtres directement à partir des outils d'administration. Et une autre vidéo sur les quotas là, aura lieu. Donc, pour l'instant, on va y aller simple et je vais décocher mes quotas. Même chose au niveau des fichiers filtrés. Donc, pour les filtres, vous allez devoir utiliser un modèle existant, par exemple, bloquer les exécutables. C'est important de se rappeler qu'au niveau des filtres, c'est seulement l'extension, donc le point quelque chose, qui va être filtré. Donc, si vous mettez un fichier .patate et qu'en réalité, le contenu de ce fichier est un fichier .exe, ça n'empêchera pas quelqu'un de faire bouton droit et d'exécuter le fichier, puisque il est un exécutable, proprement dit. Donc, il n'y a pas une analyse approfondie lorsqu'il y a des filtres. C'est vraiment juste un filtre au niveau de l'extension. Cependant, ça peut limiter pas mal de gens qui ne sont pas au courant du petit truc. Moi, je vais limiter les filtres, puisqu'on en parlera dans une autre vidéo. Suivant.
Est-ce que je veux publier le partage SMD? Non, je ne le mettrai pas dans la DFS puisque j'en ai pas de DFS. Et suivant, donc j'ai le résumé et je vais faire créer et fermer. On voit maintenant dans le gestionnaire, si je regarde ici dans le panneau central et que je fais F5, en fait il était déjà là, regardez, il est ici, mon test. Dernière chose, il est souvent recommandé de publier dans l'Active Directory les partages que vous faites, évidemment pas les partages cachés. Donc je vais aller ici dans mon OU partage, je vais faire nouveau et je vais choisir dossier partagé. Donc c'est simplement une étiquette, une référence. Donc ici je vais l'appeler test et je vais mettre le chemin pour y accéder. Voilà. Si je ne suis pas sûr, une façon simple, c'est d'arriver ici, propriété, et de prendre le chemin qui est ici, faire copier, coller. Et là, je suis vraiment sûr à 100% que c'est le bon chemin. Je fais OK, et voilà. Je suis donc prêt à tester mon environnement, mon partage de test. Je vais donc aller sous mon Windows 7 et je vais aller ouvrir une session. Sur mon Windows 7, en fait, je vais ouvrir une session avec Charlie, mon chef d'équipe, qui a le droit de modifier. Alors que du côté de Windows 10, je vais ouvrir une session. Voilà, excusez-moi. Avec Alain Test, qui lui n'a le droit que de lire. Si je retourne dans Charlie, ça, voilà, et que j'ouvre l'explorateur de fichiers, comme j'ai partagé, j'ai publié dans Active Directory mon partage, je peux aller ici dans rechercher dans Active Directory, ici, choisir dossier partagé, faire rechercher, puis il va le trouver tout de suite. Et à ce moment-là, je vais explorer et j'ouvre directement mon partage. Par contre, si vous voulez y aller de façon manuelle, directement à partir de l'explorateur de fichiers, on peut mettre le chemin SMTL DC01 et là je vois que test est là. Comme je suis Charlie et que j'ai le droit de modifier, je peux créer un répertoire. Du côté maintenant de mon utilisateur test A, donc Alain Test, je fais la même chose. Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, je vois test qui est ici. Je vois le dossier. Donc, on voit que moi, j'ai un droit de lecture. Donc, si j'essaie de créer quelque chose, ça m'est interdit. Si j'essaie de supprimer le fichier, ça m'est interdit. Par contre, comme j'ai le droit de lire sur le parent et que par défaut, tout ce qui sera créé obtiendra les permissions du parent, j'ai encore le droit de lecture dans ce dossier-là. L'énumération basée sur l'accès maintenant. Vous vous rappelez, un peu plus tôt, je vous ai mentionné que le partage, test, qui est ici, si je vais dans ses propriétés, avancer, je peux activer une fonction qui s'appelle énumération basée sur l'accès. Je vais aller cocher cette option-là et faire OK. Cela aura pour effet de masquer tous les répertoires qui sont sous le partage et dans lesquels l'utilisateur n'a aucune permission. Pour vous montrer un exemple, je vais aller ouvrir le partage qui est ici. Ordinateur, partage, test. Et sous test, je vais créer un dossier que je vais appeler un dossier restreint à Charlie. C'est un dossier que je veux restreindre à mon chef d'équipe et je ne veux pas que mes autres testeurs le voient.
Donc, je vais aller dans les propriétés. Je vais modifier sa sécurité. Et ce que je vais faire, je vais modifier, enlever l'héritage du parent. Modifier. Je vais aller retirer les deux DL. Et là, je vais aller créer un autre, ici, un autre groupe DL. DL test. Lui, il s'appelait restreint Charlie, par exemple. Oups, j'ai enlevé le mot test en fait. Voilà, restreint Charlie underscore mode pour redonner à Charlie modifié sur son propre répertoire auquel il devrait avoir droit. Et je vais ajouter, on va ajouter membre. Je vais ajouter le chef d'équipe. Voilà. Et voilà. Dans mon restreint à Charlie, je l'ajoute, je lui donne mode. Donc, si on regarde la chaîne AGDLP, ou notre stratégie ADGLP ici, Charlie est un chef d'équipe, donc il est membre du groupe global chef d'équipe, testeur chef d'équipe. Et Charlie est maintenant, par défaut, vu à cause du DL, restreint Charlie, ben, il a le droit à modifier puisque j'ai ajouté chef d'équipe à restreint Charlie. Les autres utilisateurs test ont toujours le droit d'entrer dans le répertoire principal, donc dans le répertoire test. Ils ont toujours le droit de voir le nouveau dossier parce que l'héritage est appliqué, mais ils ne devraient plus voir restreint Charlie à cause de l'énumération basée sur l'accès. Je vais donc aller vous montrer ça. On va aller à Charlie, qui voit présentement son répertoire. En fait, là, il a disparu parce que les permissions n'ont pas été appliquées. C'est important de se rappeler que les permissions s'appliquent à l'ouverture de session. Donc, aussitôt que j'ai modifié des permissions derrière, il a perdu son accès. Même chose pour Windows 10. Présentement, il le voit. Mais si je fais F5, il ne le voit plus. Donc, je vais aller fermer ma session. Voilà. Donc, en ouvrant une session avec Charlie, le système reconstruit le jeton de sécurité de Charlie et il obtient la permission DL restreint Charlie mode qui est associé en fait au groupe DL restreint Charlie mode. Donc là, il a accès à ce répertoire restreint. Et si je vais le chercher, SMTL DC01, je rentre dans test. Restreint Charlie, il voit son propre dossier. Alors que de l'autre côté, si je m'en vais dans le Windows 10 et que j'entre avec Alain Test, qui n'a pas aucune permission, en fait, qui n'a aucune permission sur le répertoire restreint à Charlie, lorsque je m'en vais ouvrir l'explorateur de fichiers et que je m'en vais voir DC01 test. Donc, on voit ici que l'utilisateur ne voit que nouveau dossier sur lequel il obtient les droits de lecture parce qu'il est membre du groupe des testeurs, qui lui-même est membre du groupe domaine local lecture seule. Mais il ne voit pas restreint à Charlie parce que restreint à Charlie donne des permissions uniquement à DL restreint Charlie qui contient le groupe testeur chef d'équipe qui contient Charlie. Voilà. Donc ça, c'est l'énumération basée sur l'accès qui fait en sorte que si je n'ai pas de droit sur un enfant dans le partage, eh bien à ce moment-là, je ne le vois pas. Donc ça conclut les partages de base. Maintenant, je vous invite à consulter les autres vidéos pour des partages typiques ou encore, et surtout, la vidéo sur la sauvegarde qui est très, très important aussitôt qu'on établit des partages. Voilà, bye bye!